le confluent veineux jugulo-subclavier, décrit par Pirogov, correspond à la convergence des veines jugulaires internes et des veines subclavières dans le cadre de l'édification et la formation des veines brachiocéphaliques, droite et gauche. Ce dispositif veineux siège en regard de l'orifice supérieur du thorax. Sur une vue antérieure, de la base du cou et de l'orifice supérieur du thorax, orientée telle que la supériorité est en haut et la latéralité gauche à droite, on reconnaît sur la ligne médiane ici le corps vertébral de la deuxième vertèbre thoracique, celui de la première vertèbre thoracique et l'esquisse du corps de la septième vertèbre cervicale, marquée latéralement par un processus transversaire qui n'est pas bifide. Ici apparaître en regard de disque T2, T3, l'incisure jugulaire du sternum, les surfaces articulaires en rapport avec les clavicules, en rapport avec les premières côtes et le reste du manubrium sternal, puis le corps du sternum coupé, et on aperçoit ici les dépressions pectorales, schématiquement. Articulé avec la première vertèbre thoracique, vient se placer la première côte. Ici, première côte droite, que je ne représente pas à gauche. On peut également placer, schématiquement, en violet, le dôme pulmonaire, venant affleurer à la base du cou et représenté par la partie la plus supérieure du poumon. Ce dôme pulmonaire, recouvert par la partie la plus haute de la plèvre, constituant alors l'apex pleural, dôme pleural. Cette partie du poumon est appendue aux éléments de voisinage par un appareil suspenseur du poumon. Le confluent veineux jugulo-subclavier se constitue donc en arrière de la clavicule par la réunion des veines jugulaires internes qui naissent au niveau de la base du crâne lors de la sortie du sinus transverse par le foramen jugulaire et la réunion de la veine subclavière qui fait suite à la veine axillaire du même côté lorsque celle-ci passe sous la clavicule. Ici, j'ai représenté le confluent veineux jugulo-subclavier droit. On peut également le placer schématiquement ici du côté gauche. En plus de la constitution de ces deux troncs veineux principaux, un ensemble de veines et de conduits lymphatiques viennent se jeter dans cette formation angulaire. D'abord, ce sont les veines jugulaires externes qui courent contre la face superficielle du muscle sternocléidomastoïdien et se jettent dans la face antérieure de l'angle veineux. C'est la veine jugulaire antérieure qui draine les espaces antérieurs superficiels cervicaux en avant. En arrière, c'est la veine vertébrale qui draine les plexus veineux extra-rachidiens et qui contribue ainsi au drainage de la moelle spinale cervicale. Cette veine se jette en arrière de la confluence jugulo-subclavienne. Enfin, la veine cervicale profonde, la veine jugulaire postérieure, qui elle chemine dans les gouttières paravertébrales, se jette également à la face postérieure de cette confluence. D'un point de vue lymphatique, le conduit lymphatique, le conduit thoracique, qui naît en regard de L2 en prolongeant la citerne d'Uchil, remonte dans le médiastin postérieur et en regard de
la partie supérieure du thorax, ce coude, s'infléchit vers le haut, l'avant et la gauche et se jette à la face postérieure du confluent jugulo-subclavier gauche. À droite, c'est la grande veine lymphatique ou conduit lymphatique droit qui naît de la confluence d'un conduit lymphatique terminal cervical, d'un conduit lymphatique terminal subclavier et d'un conduit lymphatique terminal bronchopulmonaire. Ces trois conduits convergent et forment un tronc très court, c'est le conduit thoracique droit, qui s'abouche à la face postérieure du confluent veineux jugulo-subclavier gauche. Ça, c'est pour la constitution des deux confluents veineux jugulo-subclavier droit et gauche, deux troncs principaux, veine jugulaire, veine subclavière, des veines accessoires, jugulaire externe, jugulaire antérieure, jugulaire postérieure, veine vertébrale et les voies lymphatiques terminales. La voie lymphatique terminale gauche, conduit thoracique, draine l'intégralité de la lymphe sous-diaphragmatique, de l'hémithorax gauche, du membre supérieur gauche et de la moitié gauche de la tête et du cou. Le conduit lymphatique droit draine l'hémithorax droit, le membre supérieur droit et la moitié droite de la tête et du cou. D'un point de vue topographique, les deux confluents veineux siègent au niveau de l'orifice supérieur du thorax à la base du cou. En avant vient se placer, ici, que je sectionne très rapidement, la clavicule, sur laquelle s'insère, ainsi que sur le sternum, le muscle sternocléido-mastoïdien, qui vient recouvrir en avant ce confluent veineux. En arrière et latéralement se place le tendon terminal du scalène antérieur qui se fixe sur la première côte par l'intermédiaire en soulevant un tubercule, c'est le tubercule scalénique de l'isfranc, sur la première côte. En arrière vient se placer, et ce à droite comme à gauche, les éléments artériels. Plutôt en dedans, on va retrouver l'artère carotide commune, issue à droite du tronc brachiocéphalique et à gauche directement de l'arc aortique. Et en arrière ici, schématiquement, on pourrait représenter, on représente d'ailleurs l'artère subclavière droite, issue du tronc brachiocéphalique à droite et directement de la crosse de l'aorte, de l'arc aortique à gauche. Enfin, on peut placer des éléments nerveux, le nerf vague, qui depuis la base du crâne quitte la fosse crânienne postérieure en passant dans le foramen jugulaire, chemine dans la région sternocléidomastoïdienne avec l'axe jugulo-carotidien, et qui le quitte et passe entre les deux vaisseaux en gagnant ainsi le médiastin. Latéralement vient se placer le nerf phrénique qui contourne le scalène antérieur en glissant sur sa face antérieure et vient ensuite se placer en arrière de la veine subclavière gauche et de descendre dans le thorax, ici à droite en ayant un trajet latéroveineux sur tout son trajet thoracique, à gauche en étant plus antérieur, en passant en avant du pédicule pulmonaire et de la pointe du cœur. Nerf phrénique. Enfin, et pour des éléments de rapport topographique plus médian, c'est l'axe trachéo-œsophagien en regard de l'orifice supérieur du thorax, avec l'œsophage qui se place alors en arrière, qui naît en regard de C6 en faisant suite au laryngopharynx par la bouche œsophagienne, œsophage, qui se place en arrière de la trachée ici en thoracique. Trachée thoracique où on reconnaît ici la lumière trachéale. L'angle veineux jugulo-subclavier est donc la confluence de la veine jugulaire interne, dont le territoire de drainage correspond aux structures encéphaliques et principalement aux espaces
superficielle de la face et du cou, puisqu'elle reçoit le tronc thyro-lymphofascial et de la veine subclavière qui tient sous sa dépendance le drainage veineux du membre supérieur. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant le confluent veineux jugulo-subclavier décrit par Pyrogoff, sa constitution, ses vaisseaux tributaires et sa topographie.